Voilà, alors tendance et rupture. Donc j'ai parlé un peu de ce que c'est une technologie générique, d'accord? Donc j'ai dit qu'en fait, c'est des technologies qui sont utilisées partout, qui mettent un certain temps à se diffuser, qui se diffusent en général de manière logistique, comme je l'ai montré là, et où en général on observe un certain ralentissement de l'activité au début, parce qu'il y a un temps d'adaptation et d'apprentissage sur la mise en œuvre de ces technologies. On observe qu'elles induisent des innovations secondaires dans tous les secteurs où elles sont mises en œuvre. Et on observe aussi que, en tout cas pour les technologies d'éthique, elles ont en tout cas des effets intéressants sur le skill premium. On a vu que ce n'est pas la même pour l'électricité exactement et pour l'éthique, les technologies d'information et de communication. Il y a autre chose aussi qui est très intéressant quand on prend l'optique des vagues technologiques, c'est qu'on peut expliquer, surtout l'éthique, l'augmentation, parce que je ne l'avais pas dit quand j'avais parlé d'augmentation de salaire, ou peut-être je l'avais mentionné, on peut expliquer eh bien, l'augmentation des inégalités à l'intérieur même de classes éducationnelles. Vous voyez, il y a une énigme qui est une des énigmes dans l'augmentation des inégalités de salaire, c'est que ce n'est pas seulement entre gens qualifiés et gens pas qualifiés, c'est que c'est à l'intérieur même d'une qualification. Et beaucoup de gens essaient de se poser la question pourquoi les inégalités de salaire augmentent à l'intérieur même d'un niveau de qualification. Et là, également, l'explication par les technologies génériques peut aider, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement qu'il y a les gens qualifiés et les gens pas qualifiés. Il y a les gens qui sont... de quoi s'agit-il? Il s'agit d'adapter une technologie générique à de nouveaux secteurs. Eh bien, il y a des gens qui sont plus malins que d'autres pour savoir le faire vite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais adapter. Ce n'est pas forcément que je suis plus éduqué. Je sais l'adapter. Je suis adaptable. Et je peux adapter cette technologie-là, mais peut-être la prochaine, j'y arriverai pas. Et donc, si vous voulez, il y a un premium énorme à l'adaptabilité. Vous voyez, ça va au-delà d'être qualifié, pas qualifié. Il y a des gens au sein même d'une... Vous voyez, moi, dans ma classe, je sais pas, moi, dans l'université avec moi, il y a des gens plus ou moins adaptables. Et on s'est rendu compte que, si vous voulez, eh bien, les technologies génériques, ça augmente la prime à l'adaptabilité. Si vous êtes capable d'adapter les ordinateurs au secteur bancaire ou à telle firme, très vite, vous gagnez sur les autres. Et donc, vous avez une prime énorme. Mais peut-être la fois prochaine, vous n'aurez pas la chance d'avoir ça. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que l'augmentation des inégalités de salaire à l'intérieur même d'une classe éducationnelle, elles avaient un caractère temporaire, c'est-à-dire qu'elles étaient reliées à la variance du salaire au sein même de votre vie. Vous prenez un individu et vous regardez la variance de ses revenus, eh bien, c'est cette composante-là qui capture vraiment les inégalités de salaire entre individus d'un même niveau technologique. C'est-à-dire que ce coup-ci, j'ai de la chance, j'ai trouvé comment adapter. Alors, il y a des gens plus malins que d'autres qui savent toujours mieux adapter. Mais il y a beaucoup de gens, ils savent adapter cette fois-ci, mais la fois prochaine, ils ne savent plus adapter. Et ce n'est pas les mêmes. Et à nouveau, on revient toujours à cette idée, quand vous regardez les inégalités de salaire ou les inégalités de revenus, il faut toujours vous poser également, est-ce qu'il y a la mobilité sociale? Est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui qui gagnent et qui gagnaient la dernière fois, etc. C'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner en termes statiques, certes, mais également en termes dynamiques, et de comprendre ces choses-là. Et là, je crois que c'est à nouveau très intéressant, parce que voilà, les technologies génériques, ça donne également une explication à pourquoi, également à l'intérieur d'une classe éducationnelle, on a vu les inégalités augmenter, mais pourquoi cette augmentation est liée souvent à la composante temporaire du revenu et pas à la composante du revenu permanent, pour utiliser le terme de Milton Friedman. D'accord? Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais raconter. Oui, voilà, donc un petit peu donc voilà un petit peu ce qui est. Donc le ralentissement initial se traduit par le déclin des prix sur le marché boursier. Tout ça, c'est des choses qu'on observe et qui, voilà, que je voulais parler. Je voudrais maintenant parler de tendance et de rupture. Alors là, je vais en fait, la présentation de cette partie est basée sur des travaux que des collègues à moi de la Banque de France ont faits, mais qui sont très intéressants et très édifiants. C'est-à-dire qu'ils ont regardé les vagues technologiques dans l'histoire. Alors, ils n'ont pas regardé la machine à vapeur. Donc, ce qu'ils appellent dans leurs travaux la première vague technologique, c'est la vague technologique pour eux de l'électricité et des moteurs à combustion. Alors Gordon s'est beaucoup intéressé, Paul David que j'ai mentionné ici, etc. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que la deuxième vague, c'était celle d'éthique. On voit qu'elle est plus petite, on se demande est-ce qu'elle est terminée ou pas, est-ce qu'il y en aura une autre? C'est un peu les questions que Gordon a posées ou d'autres ont posées. Et si on regarde, voilà comment ça se présente. Alors là, j'ai fait un peu Là, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression que j'ai fait... Oh là là, j'ai fait trop... Oui, alors je vais commencer à montrer les vagues ici. D'abord, regardez le point, regardez la courbe, regardez d'abord la courbe en pointillé.
Ça, c'est les États-Unis. En gros, ça, il y avait une vague. En fait, ici, j'aurais dû en faire une autre. C'est la vague de la machine à vapeur. Elle est là. D'accord? Donc là, on rentre ici déjà dans la phase descendante de la vague de la machine à vapeur. Et vous voyez que ce que je représente, c'est les niveaux là, c'est les taux de croissance de la productivité, de la productivité générale des facteurs. Donc, on voit que les États-Unis ont un pic en 40, et puis ça rebaisse, et ça remonte, vous voyez, à fin des années 90, milieu des années 90. Et donc ça, c'est la vague de l'électricité et des moteurs à combustion, et ça, c'est la vague des TIC aux États-Unis. Et voilà, en gros, ça... Pardon ? Donc, on voit vraiment que on voit ces vagues, d'accord? Si je regarde maintenant la zone euro, alors évidemment, la zone euro en 1960 n'existait pas, mais les pays de la zone euro, on voit qu'il y a un retard de la zone euro pour la vague, vous voyez, alors que la vague de l'électricité et des moteurs à combustion, elle culmine au tout début de la guerre, en fait, aux États-Unis, elle culmine après la guerre, pratiquement aux années 60, en Europe. Donc on voit déjà qu'il y a un retard. Et vous voyez que la vague des TIC, on ne la voit pas dans la zone euro dans son ensemble. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est très intéressant de voir que la vague des TIC n'apparaît pas en tant que telle. Alors, il y a des pays qui sont entrés dans le train de la vague des TIC, mais d'autres non. Et donc, c'est intéressant qu'il y a le retard. Et vous voyez que le Japon, par exemple, est encore plus en retard que nous sur la première vague, et on ne voit pas non plus le Japon attraper la vague des TIC. Donc, c'est déjà intéressant de voir qu'il y a des vagues, et puis de voir qu'il y a des retards dans les vagues, et qu'à chaque fois, les États-Unis sont quand même en avance sur nous. Nous, on est un peu en retard, d'accord ? Et à l'intérieur même de l'Europe, j'aurais pu montrer différents pays qui sont plus ou moins en avance ou en retard en matière de rattrapage. Alors, après, je reviendrai sur deux choses. Donc, déjà, il y a cette idée de retard, d'accord? Donc, eh bien, pour la première vague, c'était, comme je l'ai dit, au tout début de la Deuxième Guerre, pour les États-Unis. Alors pour la zone euro, le Japon et la Grande-Bretagne, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et les amplitudes sont différentes également. La deuxième productivité, elle est absente jusqu'à maintenant dans la zone euro et le Japon. D'accord ? Et donc, on veut comprendre pourquoi il y a ces retards. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui est intéressant. Les vagues, c'est comme des trains. Et il y a des gens qui les prennent et des gens qui ne les prennent pas. Et on veut comprendre d'où viennent les retards dans l'adoption des technologies d'information. Et donc, on va regarder un petit peu. Alors d'abord, il y a des choses intéressantes ici. C'est les chocs globaux. Vous voyez, par exemple, ça, je représente les niveaux de productivité, les niveaux de productivité du travail. Donc, quand ça monte, c'est que c'est la croissance. Hein. Et je vois en fait que, si vous voulez, eh bien, alors évidemment, avec la guerre, d'abord, vous voyez que les guerres, vous voyez, la première guerre et la deuxième guerre font chuter les niveaux de productivité du travail. Beaucoup en France, vous voyez, la France a payé un gros prix, vous voyez. En Angleterre, c'est marrant parce qu'on ne voit pas vraiment de productivité du travail qui chute avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même assez intéressant, on le voit un peu plus avec la première. On voit que le Japon, là, il y a un gros trou d'air. Et on voit que les États-Unis, eux, ils ont profité, enfin, pas du tout. Eux, en termes de productivité du travail, eux, en fait, on voit qu'en fait, ça a stimulé chez eux la productivité du travail, la croissance de la productivité, la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Donc, c'est intéressant déjà de voir l'effet des guerres sur des ruptures de tendance globale dans les croissances de productivité. Vous voyez, on voit des choses intéressantes. Il y a d'autres globaux. On voit par exemple, regardez, là maintenant, c'est les crises financières. Vous voyez que là, vous voyez par exemple aux États-Unis, vous voyez qu'on avait croissance et puis après, hop, ça stoppe. Ça, c'est la crise financière, vous la voyez ici. Mais évidemment, après la guerre, ça repart. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, vous voyez, ça, c'est la crise financière de 29. Et vous voyez, comparé à la crise financière de 29, la dernière, c'est tout petit. Vous voyez à peine, regardez. C'est rien. Vous voyez, on l'a mal vécu quand même. Hein. Je suis sûr que, mais eh ben, au niveau de. C'est rien du tout comparé à la première. C'est intéressant de voir ça quand même. Vous voyez, c'est un très léger retentissement. Par contre, en Angleterre, là, ils l'ont pris un peu plus. Vous voyez, là, il y a eu un peu plus, vous voyez, une petite cassure. La France, presque pas non plus. Un petit peu, moins 0,1, vous voyez, c'était un tout petit peu. Mais vous voyez, c'est intéressant, on voit l'effet des crises. Donc, on voit l'effet des guerres et on voit l'effet des crises
Donc ça, on le voit bien. Mais après, l'important, c'est de savoir est-ce qu'une économie est résiliente ou pas résiliente. Parce que les crises, elles arrivent. Alors évidemment, il faut des réglementations pour faire en sorte pour réduire la probabilité de telles crises. Il faut aussi des réglementations pour s'assurer qu'on s'en sort mieux d'une crise. Mais ce qui est intéressant, c'est la résilience des économies. Et essayer de comprendre notamment pourquoi les États-Unis ont été plus résilientes que nous. Pourquoi les États-Unis s'en sont remis plus vite que nous de la dernière crise, par exemple? C'est intéressant de se poser cette question. On va revenir là-dessus, on va bien discuter. Évidemment, je ne peux pas vraiment, là, dans le format du cours. Alors là, qu'est-ce que je regarde? Ça, c'est les supply shocks, oui, donc j'avais pas de... Ça, le supply shock, c'était la crise pétrolière, évidemment. Là aussi, on voit un petit ralentissement. Vous voyez, la crise pétrolière. Vous voyez à nouveau le petit ralentissement là qui est dû à la crise pétrolière. Donc ça aussi, c'est un facteur de très léger ralentissement, mais évidemment qui n'a rien à voir avec les guerres et qui ont de moindre importance. Donc en fait, ce qu'on appelle les breaks, c'est-à-dire les ruptures de tendance dans l'évolution de la productivité du travail ou de la productivité générale des facteurs, eh bien, on voit que d'abord, il y a eu les guerres et que les guerres, ça a eu des effets différents. D'abord, la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu un effet positif sur la croissance, sur la productivité américaine, alors que ça a eu un effet négatif sur France, Allemagne et Japon. Et puis, évidemment, la Grande Dépression des années 29, tous les pays ont été affectés, mais le Japon, l'Italie, très peu, et la Grande-Bretagne, très peu. Et puis, évidemment, l'exit. Alors évidemment, ils s'en sont sortis. C'est intéressant que pour la plupart des pays, ils se sont sortis de la Grande Dépression à travers la guerre, mais évidemment, le rebond a été beaucoup plus important aux États-Unis, au Canada, beaucoup plus rapide que dans nos pays à nous. Donc c'est intéressant déjà de regarder à l'échelle de l'histoire, si vous voulez, un peu les ruptures de tendance et de vous raconter un peu vous voyez un peu l'histoire de ce qu'on a appris ici pour pouvoir réinterpréter. Puis alors, il y a le choc pétrolier, mais le timing a été différent. Parce qu'en fait, aux États-Unis, le ralentissement était un petit peu avant nos pays à nous. Et c'est intéressant de savoir évidemment comment différents pays s'en sont sortis. Évidemment, ce qui est intéressant avec le choc pétrolier, c'est que ça a eu des incidences sur le fait que différents pays ont répondu. Nous, on a répondu en bâtissant plein de centrales nucléaires, par exemple. Et donc, on a eu deux réponses différentes d'autres pays. Et évidemment, ça agit sur la croissance de long terme. Hein. Donc, évidemment, tout est savoir comment vous répondez à un choc. Ce n'est pas juste le choc, c'est comment vous répondez au choc. D'accord ? Et la crise financière, eh bien, il y a eu un break, évidemment, aux États-Unis, mais les États-Unis ont rebondi beaucoup plus vite. Nous, on a du retard sur l'incidence sur nous était un peu retardée par rapport aux États-Unis, mais comme vous le savez, l'Europe ne s'est pas aussi bien remise que les États-Unis. Et la question est de savoir pourquoi il y a eu cette différence. Alors là, je voudrais montrer deux aspects et un peu discuter justement à ce propos. Pourquoi, et ça nous donne un peu une idée de pourquoi il y a eu moins de résilience de certaines économies européennes par rapport à l'économie américaine. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a des gens qui vous diront c'était uniquement le fait qu'il y a eu de la relance aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, ils ont mis énormément d'argent, ils ont mis 4 milliards de dollars dans l'économie, ils ont injecté, je crois, 4 milliards tout de suite dans l'économie américaine pour dire qu'il faut sortir le plus vite de la récession. Par ailleurs, donc l'État a injecté beaucoup d'argent. Par ailleurs, comme vous le savez, Ben Bernanke, qui était le gouverneur de la Banque centrale de la Fed, a dit « Moi, je vais faire du quantity easing », c'est-à-dire je vais faire non seulement de la baisse de taux d'intérêt, mais je vais acheter une série de bons de moyen terme pour donner des liquidités, pour vraiment verser le maximum de liquidités dans l'économie. Et donc ça, évidemment, et ça, ils l'ont fait très vite. Et puis, ils ont fait tout de suite, et ça a permis de pouvoir faire des désendettements des ménages et des entreprises et des intermédiaires financiers sans que ça conduise à une grosse récession, puisqu'ils avaient fait, par ailleurs, ces politiques macroéconomiques très proactives. Et après seulement, ils se sont intéressés au déficit budgétaire. C'est seulement dernièrement qu'aux États-Unis, on discute de la dette excessive ou de déficit budgétaire excessif. Mais au début, le séquençage aux États-Unis a été de dire on commence déjà par verser plein d'argent, faire une relance, etc. Et alors, il y a bien des gens qui vous disent voilà l'explication, c'est simplement parce qu'en Europe, on a fait un séquençage très différent. On a commencé par s'attaquer au budget, au déficit budgétaire, et c'est seulement récemment qu'on s'est attaqué à la santé des banques avec le stress test, etc. On a fait le séquençage inverse, et c'est pour ça que nous, on n'a pas réussi. Mais je crois qu'il y a d'autres raisons plus profondes, et mon sentiment à moi, c'est la suivante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont une politique plus volontaire sur le plan macroéconomique que l'Europe,
Mais je pense qu'aussi aux États-Unis, elle a eu plus d'impact parce qu'il y avait des réformes structurelles qui avaient été faites. C'est-à-dire que je fais des travaux en ce moment qui pointent dans cette direction. Et je vous en ai un peu parlé déjà, je vous l'ai montré la dernière fois. À nouveau, c'est quand vous faites des politiques macroéconomiques plus contracycliques avec des marchés du travail et des marchés des produits plus flexibles, eh bien l'effet de ces politiques est plus grand. Vous voyez, j'injecte de l'argent dans l'économie, ça fera plus d'entrées dans des pays où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si je fais de la relance dans des pays où il y a des barrières à l'entrée excessives, il n'y aura pas d'entrée de toute façon. Vous voyez, regardez en France par exemple, l'euro baisse, les taux d'intérêt baissent, le prix du pétrole baisse et il ne se passe absolument rien. On a mis une évidence qui considère que 0% de croissance, c'est une grande nouvelle qu'il faut annoncer à la télévision. Donc, si vous voulez, donc voilà, et parce qu'on a des marchés du travail et des produits très rigides. Alors, bon, ils sont rigides, ça on peut en parler. Mais donc, je crois beaucoup dans la complémentarité entre réformes structurelles et politique macroéconomique contracyclique. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a un pays qui donne l'exemple de ça, c'est la Suède. La Suède, après la crise bancaire qu'ils ont eue dans les années 90, ils ont fait des réformes structurelles, ils ont dynamisé le marché du travail, le marché des biens, ils ont réformé l'État pour pouvoir faire une réforme fiscale qui soit adéquate, qui encourage l'innovation. Mais en même temps, ils ont eu une politique macroéconomique parce qu'ils ont dévalué la couronne suédoise. Donc, ils ont fait les deux en même temps. Et le résultat des courses, mais ils ont pu bien le faire aussi parce qu'ils avaient réduit les dépenses publiques et ils avaient fait cette réforme de l'État. Et le résultat des courses, là, ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est un gros truc, ça, en fait. La croissance annuelle moyenne suédoise, si vous regardez en termes de croissance de la productivité du travail, entre 1976 et 1992, elle est de 1,1, elle devient 2,4 entre 92 et 2008. Il y a un petit ralentissement, maintenant c'est reparti sur 2, carrément. Donc il y a un tout petit truc là, bon, mais maintenant c'est reparti comme ça. Et si vous voulez, ils ont plus que doublé si on regarde la croissance de la productivité du travail. Si on regarde la croissance de la PGF, de la productivité globale des facteurs, elle est passée de 0,4 en moyenne annuelle sur la période 76-92 à 1,9. Elle a quadruplé. C'est-à-dire que ils ont réussi, en faisant ce mélange de politique macroéconomique proactive et de réformes structurelles, ils ont réussi à augmenter fantastiquement leur croissance. Et si on regarde en termes de diffusion, je ne l'ai pas ici, de diffusion des TIC, eh bien, comme je parlais tout à l'heure, vous voyez, dans mon diagramme, quand j'avais montré le tableau, et j'avais dit, vous voyez, on peut d'abord croire que la croissance est liée à la diffusion des TIC, mais quand on regarde la libéralisation du marché des biens, du marché du travail, l'éducation supérieure, eh bien, quand on met tout ça, les TIC ne sont plus qu'un reflet. Eh bien, on le revoit au niveau des vagues, c'est-à-dire que la Suède a pu enfourcher le train de la vague des TIC, vous voyez, grâce à ces réformes. Et ça se retrouve grâce à ce mélange de politique. Alors on dit souvent la France ne pourrait pas, parce que nous on ne peut pas dévaluer, on n'a pas le franc qu'on peut dévaluer, mais on peut faire de la dévaluation fiscale. Moi j'avais poussé le gouvernement actuel à faire de la dévaluation fiscale, utiliser la TVA sociale ou bien la CSG comme moyen de TVA. Voilà, j'ai un collègue de Harvard qui s'appelle Emmanuel Fary qui a réfléchi beaucoup à ces questions-là et qui vous montre que vous pouvez faire exactement avec des outils fiscaux ce que l'on fait avec des outils monétaires. Et qui également m'a appris que c'était Keynes qui avait eu l'idée, le premier, de la dévaluation fiscale. D'accord? Donc on pouvait tout à fait, nous, faire des réformes structurelles combinées avec une vraie dévaluation fiscale, beaucoup plus sérieux que le CICE. Et à ce moment-là, on pouvait faire la même chose que la Suède. On a raté une occasion historique. Voilà. En tout cas, voilà la Suède ici. Vous voyez, c'est très important. La Suède enfourche. Si je regardais les vagues en termes de la Suède a enfourché la vague des TIC grâce aux réformes qu'elle a faites. D'accord? Par contre, le Japon, qui n'a pas fait, qui n'arrive pas à se réformer, parce qu'ils sont vraiment dans cet équilibre où vous avez les grosses entreprises d'hier, ce qu'on appelle les keiretsus. Si des gens qui connaissent le Japon me diront que je prononce ça comme un pied, évidemment, diront que c'est ces gros conglomérats japonais qui sont devenus très, très énormes, des gros éléphants, et qui bloquent tout dans ce pays, et où il y a peu d'entrées, il y a peu de libéralisation, etc. Et vous voyez que, regardez, c'est un pays qui vieillit, c'est un pays qui s'atrophie. Vous voyez, regardez la croissance de productivité. C'est le contraire. Vous voyez, en Suède, la courbe est comme ça, et au Japon, la courbe, elle est comme ça. Vous voyez, c'est ralentissement. Vous voyez, c'est un pays qui n'arrive pas à passer le cap, qui n'arrive pas à tourner, à rentrer dans ce siècle encore. Donc, si vous voulez, voilà pour vous dire, et c'est très intéressant
que, en fait, si vous voulez, eh bien, voilà, on voit que les réformes structurelles, eh bien, dans les pays Canada, Suède, dans les années 90, les Pays-Bas en 83, le Japon apparemment un petit peu en 90, mais enfin, moi, je ne vois pas beaucoup. Bon, alors, il y a la question de Mme Thatcher en Angleterre, donc qu'est-ce que je pense de ça? Donc, ça, on peut en discuter. Mais certainement qu'il y a eu, c'est un pays qui n'est plus sous programme FMI maintenant, mais je ne recommande pas cette méthode. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de regarder ces pays. Et regardez voilà, les Pays-Bas. Ils font leur grande réforme en 82. Entre 77 et 83, leur taux moyen de croissance de la productivité globale des facteurs est 0,5%. Elle est triplée après les réformes. Canada, 0,3% en taux annuel. Avec les réformes faites par les libéraux, qui maintenant viennent de revenir au pouvoir là-bas, ils ont quadruplé leur taux de croissance. L'Australie, elle a plus que triplé son taux. La Suède, comme je vous disais, en taux de croissance de la productivité globale des facteurs, elle a quadruplé son taux. Donc c'est payant, c'est des réformes payantes. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire une productivité macro, mais elle est rendue plus facile. Par ailleurs, moi je pense qu'en Europe, si vous voulez, ma vision de l'Europe, c'est que si la France fait des réformes structurelles, non seulement c'est bon en soi, mais évidemment, ça poussera l'Allemagne davantage à accepter de faire des politiques macroéconomiques plus proactives, parce que je pense que du côté de l'Allemagne, il y a un raisonnement qui est le suivant, c'est de dire si je donne de l'oxygène à la France, ils vont en profiter pour faire aucune réforme, donc il vaut mieux ne pas leur donner d'oxygène. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un bon raisonnement, mais on est dans un mauvais équilibre, où nous, on prend prétexte du fait qu'il n'y a pas de politique macroéconomique plus dynamique pour ne pas faire de réforme, ou eux prennent prétexte qu'on ne fait pas de réforme pour ne pas faire de politique plus proactive, alors qu'on sait qu'objectivement, les deux sont complémentaires. Objectivement, l'un et l'autre se renforcent. C'est Draghi, il y a 2 ans ou 3 ans à Bretton Woods, qui dit « Mais moi, il y a ce que je peux faire moi, mais je ne peux pas faire les réformes structurelles pour les pays. Moi, je ne peux faire que le quantity easing. Il faut que les pays complètent en faisant leurs réformes structurelles. » Et Draghi avait parfaitement raison. Et donc là, l'idée est un petit peu de regarder comme ça. Mais vous voyez comment on revient aux vagues. Vous voyez ce que je vous avais montré pour le tableau, c'est qu'évidemment, quand on fait les réformes, en particulier, on enfourche les vagues d'éthique. Alors sur les vagues, je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il y a tout le débat Gordon. Un petit peu sur la fin. Gordon, il pense que c'est la fin de l'histoire. Gordon, il pense, mais ça on en a parlé avant, que la vague d'éthique, c'est la dernière et qu'après c'est terminé. Moi, je vous ai expliqué pourquoi j'étais optimiste, pourquoi je pense que ce n'est pas vrai, parce que l'Internet et la révolution d'éthique a changé la technologie de production des idées. On peut interagir avec des gens à distance, on peut produire des idées beaucoup plus facilement, et donc il n'y a aucune raison que ne se passent pas des grandes innovations, d'autant qu'on en attend en biologie. Par exemple, on sait qu'on a dit non à beaucoup de manipulations génétiques parce qu'on ne veut pas, mais moi je pense qu'on peut arriver à des résultats extraordinaires. Justement, hier, il y avait une conférence dans cette salle où certains de mes collègues, en particulier l'administrateur du collège, montraient qu'il y avait des choses extraordinaires qu'on pouvait faire qu'on ne faisait pas encore. Il y a les énergies nouvelles, évidemment, où il y a une demande énorme pour de l'éolien bon marché ou pour d'autres sources d'énergie bon marché, puisqu'on sait que le nucléaire, c'est de limiter ce qu'on pourra faire. Par 2050, on ne pourra plus tellement. Et donc, si vous voulez, il y a à la fois une demande et des possibilités de le faire. Donc, je crois qu'on peut surfer. Il y a des gens qui pensent que la France, comme elle n'a pas exploré pleinement la vague d'éthique, il y a une bonne nouvelle. Les gens pensent déjà qu'il y aura une deuxième révolution, l'impression en 3D, les nuages, etc. Déjà, c'est d'autres choses qui arrivent. Et comme la France n'a pas été encore au sommet de la première, elle va pouvoir passer directement du sommet de la première au sommet de la deuxième. Donc, voilà, là, ça, c'est vraiment un optimisme effectif que la France, grâce à sa lenteur à réformer, va pouvoir en fait ne pas connaître pourra passer d'un sommet à un autre, va prendre le téléphérique, si vous voulez, du premier sommet qu'elle n'a pas encore atteint vers le deuxième. Ça, je ne sais pas s'ils ont raison. Ça, c'est l'opposé de Gordon, là, c'est la version anti-Gordon, complètement optimiste. Voilà. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'était montrer un peu les technologies génériques, le rôle qu'elles ont, montrer que les vagues et que les grandes tendances sont affectées évidemment par les guerres, par les crises financières, par les crises pétrolières, etc., mais qu'on peut agir sur ces vagues avec les réformes structurelles. C'est-à-dire que les vagues, ce n'est pas juste des trains et nous, on les regarde passer, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, à la fois sur leur importance, sur leur amplitude et sur la rapidité qu'on a à monter dans le train d'une nouvelle vague. Et tout ça, les réformes, l'État, un État intelligent, des réformes intelligentes, une organisation intelligente de l'État ont un rôle important à jouer, pas seulement pour faire face à une crise financière, mais également pour tirer le meilleur parti des grandes découvertes ou faire hâter l'arrivée de grandes découvertes technologiques. Alors je voudrais maintenant, puisqu'il me reste un quart d'heure, je veux parler de la dernière question qui est sur le bonheur. Voilà, je voudrais un petit peu parler sur le bonheur. Et c'est la chose suivante. Vous dire, finalement, vous avez parlé de croissance du PIB par tête, et donc il y a toujours l'argument de dire, mais finalement,
est-ce que c'est la croissance du PIB par tête qui est importante? Et pourquoi il ne faut pas s'occuper d'autres aspects? Alors, il y a eu des gens qui ont dit, mais non, effectivement, d'abord, il y a le débat sur la décroissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ben, finalement, la croissance, elle nous donne du chômage, elle nous donne un environnement qui se détériore, elle nous donne des inégalités qui augmentent. Pourquoi il faut la croissance? Donc ça, c'est un premier débat. Il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas le seul indicateur, le PIB par tête, il faut regarder aussi l'inégalité, par exemple, mesurée par le Gini ou par la différence entre le salaire moyen et le salaire médian. Et puis, voilà, et d'autres indicateurs, il faut regarder l'environnement, etc. Et de dire, voilà, on ne doit pas regarder juste un indicateur, on va regarder plusieurs. Donc c'était Fitoussi et d'autres, Stiglitz qui avait fait ce rapport pour le CDE, en montrant, en fait, pour l'ex-président de la République, et qui a été ensuite utilisé par l'OCDE. Donc, si vous voulez, il y a un peu tout ce débat, et de dire comment faire. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, donc c'est un travail joint donc avec Angus Deaton, c'est celui qui a eu le prix Nobel cette année d'économie, et qui a beaucoup réfléchi au bien-être. Et il y a des gens qui pensent que le bien-être, ça n'a rien à voir avec le PIB par tête. Et déjà, Angus Deaton a montré qu'en fait, ce n'est pas vrai, qu'il y a des mesures qu'on appelle life satisfaction. On peut demander aux gens, eh bien, si vous vous mettez dans une échelle entre 0 et 10, eh bien, vous vous mettez à quel niveau en termes de vos perspectives, de vos aspirations, etc. Et il mesure cette mesure de life satisfaction, de satisfaction à vivre, et il montre en fait qu'il y a un lien entre le PIB par tête et la satisfaction à vivre. Donc c'est intéressant. Donc déjà, il a dit, mais non, on ne peut pas complètement séparer. C'est vrai que le PIB par tête n'est pas une mesure exhaustive, mais c'est certainement une mesure qui n'a pas rien à voir avec... On voit bien d'ailleurs que les pays, on peut s'offrir quand même un certain nombre de choses. Quand on a un niveau de vie plus élevé, on peut s'offrir de meilleurs systèmes de santé, on s'offre des systèmes de transport plus efficaces, on peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. D'ailleurs, on a bien vu les pays de l'Est, quand ils ont voulu converger, l'Allemagne de l'Est a voulu converger à l'Allemagne de l'Ouest, ou les pays de l'Est qui ont voulu... ils savaient très bien qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas se payer et que les autres pouvaient s'offrir. Donc, donc, si vous voulez, donc, il a un peu été dans cette direction-là. Ce qu'on a essayé de faire dans ce travail, c'est de dire, voilà, il y a le côté de la croissance qui est la croissance par l'innovation. C'est vrai qu'on détruit des emplois et on crée des emplois sans arrêt. Est-ce que ça ne suffit pas à condamner cette forme de croissance, quelque part? De dire, voilà, peut-être que ça vous crée plus de croissance de PIB par tête, mais la vie devient tellement infernale que les gens ne voudront pas, quoi. Que les gens vont dire, on n'en veut pas. Vous voyez? Après tout, si les gens vous avaient dit, je déteste avoir davantage de création et destruction d'entreprises, de destruction et de création d'emplois, eh bien, pourquoi le faire, hein? Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de regarder le lien entre destruction et création et des mesures de bien-être. Voilà. Et donc, on a regardé un petit peu l'effet de ça. Et en fait, si vous voulez, on a montré la chose suivante. Déjà, on a développé un peu un modèle, une manière de penser et de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une économie où il y a plus de création et de destruction d'emplois ou plus de création et de destruction d'entreprises? Il y a des bons et des mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est que d'abord, vous perdez votre emploi, vous avez plus de chances de perdre votre emploi. Ça, c'est pas très sympathique. Ça, c'est évidemment des effets directs et c'est pas bien. Mais d'un autre côté, vous avez deux effets positifs qui peuvent contrebalancer ces effets négatifs. Un premier effet, c'est de dire, mais ça crée aussi des nouveaux emplois, d'accord? Et donc, il y a l'idée que j'anticipe que ça va créer de nouveaux emplois. Et l'autre effet, c'est que si je sais que ça crée plus de croissance, eh bien, j'anticipe plus de croissance. La croissance, c'est quelque chose que les gens évaluent positivement. Ils disent, bah là, je vivrai mieux, quoi. Mes gains, je vais... Parce qu'en général, j'escompte au taux R moins G, R moins le taux de croissance. Donc, plus le taux de croissance est élevé, plus est faible le taux auquel j'escompte les gains futurs. Donc, la croissance a une valeur pour les gens. Et donc, voilà. Donc, finalement, on s'est dit, ça va un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que disent les données? Pourquoi on ne fait pas parler les données? Alors, qu'est-ce que c'est que les données? En fait, les données, eh bien, les données, c'est la chose suivante. Je vais en venir tout de suite aux données. Je passe tout ça. Voilà.
les données, c'est de dire, voilà, je vais regarder des mesures, on fait des enquêtes, on demande aux gens chaque année, est-ce que vous êtes content, comment vous évaluez votre vie maintenant, et comment vous l'évaluerez dans 5 ans, d'accord? Ça, c'est une première manière. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on regarde en termes de... Mais on peut aussi leur demander, est-ce que vous êtes plus stressé qu'avant? Est-ce que vous vous faites plus de soucis pour votre futur, etc. Donc ça, c'est les mesures de bien-être ou de mal-être, si vous voulez. Et ça, on peut faire des surveys. Et puis, d'un autre côté, on peut regarder le taux de création et destruction d'entreprises, le taux de création et destruction d'emplois. Et on voit en fait qu'une première prédiction, c'est que, eh bien, si ce n'était pas pour les effets du chômage, les gens devraient plutôt être contents de changer. Encore qu'il y a des gens qui n'aiment pas changer, même s'ils ne sont pas au chômage. Enfin, on pourrait penser que s'il n'y a pas de chômage, finalement, et que les gens gardent toujours des revenus et de l'occupation, ils trouveraient que ça peut être une bonne chose. Mais évidemment moins si on prend en compte le chômage, parce que ça, les gens n'aiment pas se retrouver au chômage. D'accord? Si les gens sont dans un endroit où il y a davantage de firmes en croissance, à ce moment-là, ils disent c'est vrai que je perds mon emploi, mais c'est une zone en pleine croissance, donc vite, je vais en trouver un autre qui sera peut-être plus intéressant. Et donc les gens vont valoriser plus positivement la création et la destruction dans des zones à forte croissance. Par contre, dans des zones qui délocalisent comme des malades, là, ils vont moins valoriser la création et la destruction d'entreprises. Et puis, enfin, si on est dans des endroits où les indemnités chômage, où il y a davantage de flexi-sécurité, où il y a une meilleure formation professionnelle, les gens vont valoriser plus positivement ou moins négativement le fait qu'il y ait de la destruction et la création d'emplois. Donc, c'est un petit peu les idées qu'on a essayé de tester. Et donc, on les a faites, en fait, de la manière suivante. On a les données sur la création et destruction d'entreprises. Il y a de très bonnes données aux États-Unis qui viennent du Business Dynamics Statistics, qui vous donnent les créations d'emplois, qui sont la somme de tous les gains d'emploi des firmes qui croissent en taille, d'accord? Ou bien la destruction d'emplois, c'est les destructions d'emplois par les firmes qui sont réduites en taille. Et donc, on peut dire, voilà, quel taux il y a, vous voyez, création d'emplois, destruction d'emplois, et on voit à quel taux, vous voyez, ça donne une mesure du job turnover. Et on fait pareil pour les firmes. Et d'un autre côté, on regarde le Country Ladder of Life. On dit, voilà, on dit aux gens, on fait un survey, on fait une enquête auprès des gens. Et on prend une population d'un certain nombre de gens chaque année, et on leur dit, imaginez une échelle avec des marches de 0 à 10, d'accord? Et le haut, c'est votre niveau de bonheur maximum. Le bas, c'est votre niveau minimum. Et où est-ce que vous pensez que vous êtes sur l'échelle, d'accord? Ou bien, où pensez-vous sur l'échelle être dans 5 ans? Et ça, on appelle ça le Anticipated Ladder, l'échelle anticipée. Donc là, est appelée l'échelle courante et l'autre l'échelle anticipée. On a utilisé une autre base de données où on a dit en général à quel point vous êtes satisfait de votre vie ou pas. Et alors très satisfait, c'était 1, très pas content, c'était 4. On l'a recodé pour que le 4 aille au meilleur et le 1 au moins bon. Et c'est une autre base de données avec des questions qui avaient été posées différemment. Et on a vu que les deux bases de données donnaient la même chose. C'est ça qui est très intéressant. Ça a été deux enquêtes qui ont été faites différemment, avec des questions formulées différemment et codées différemment, et les résultats qualitatifs sont exactement les mêmes. Donc c'est là qu'on s'est dit, on tient quelque chose de solide. D'accord? Et alors moi, je vais montrer, donc c'est ça la régression. Donc là, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le niveau courant de satisfaction. On dit aux gens, dans l'échelle, vous êtes où? Et on voit qu'évidemment, le chômage, ça vient avec un moins. Vous voyez, quand les gens, quand il y a un taux de chômage plus important dans la localité, eh bien les gens, ils voient moins bien le fait qu'il y ait plus de turnover, parce qu'ils ont peur du chômage. Donc les gens, ils ont peur du chômage, ça c'est évident. Le chômage, c'est une mauvaise chose. Ensuite, quand on leur demande, en soi, même en comptant tout, est-ce que vous êtes content ou pas d'avoir du dynamisme? Les gens, très surprenantes, ont dit oui. Vous voyez un léger positif. Vous voyez, c'est très intéressant. Et évidemment, quand on contrôle pour le chômage, c'est-à-dire faites abstraction du chômage, est-ce que vous aimez l'idée qu'il y ait de la dynamique? Ils disent oui, 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 oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le chômage leur problème. Vous voyez? C'est très intéressant. Donc les gens, en fait, ils sont prêts à aller pour le mouvement. Ils sont prêts pour une économie plus dynamique, mais ils se font du souci pour le chômage. Et ça sort très très bien de ces données-là. Et on l'a fait maintenant avec l'autre base de données, et on a trouvé des résultats qualitatifs presque aussi bien. D'abord, les gens n'aiment pas le chômage. On voit un très léger positif sur est-ce que vous aimez qu'il y ait plus de job turnover
votre niveau. Mais quand vous faites abstraction du chômage, alors là, les gens, très clairement, disent oui, oui, j'aime, je trouve que c'est très bien qu'il y ait du dynamisme de l'économie. Donc, parce que ça veut dire qu'ils prennent l'effet création d'emplois et croissance de manière beaucoup plus importante, particulièrement quand ils font abstraction du chômage. Donc ça, c'est un aspect très important, parce que du coup, on se dit, c'est ça qu'il faut traiter. En France, le gros problème maintenant, c'est qu'on a un marché du travail qui ne fonctionne pas. Il faut maintenant une vraie formation professionnelle. Et on a 34 milliards qui devraient aller à la formation professionnelle, qui vont à financer les syndicats, parce qu'il n'y a pas de moyen de financer les syndicats autrement. Et il faut trouver une solution à ça, le chèque syndical ou d'autres choses, qui fait que l'argent de la formation professionnelle peut vraiment aller à la formation professionnelle et qu'on ait un vrai système de sécurisation des parcours et une vraie politique active sur le marché du travail, un mélange de choses. Et là, c'est là que le bât blesse. C'est pour ça que les gens ont très très peur de tout. Et si vous voulez… Alors, ce qui est intéressant, c'est que, autre chose que je vais vous montrer, si on regarde maintenant l'effet sur le anticipated ladder, vous voyez, même quand je ne contrôle pas pour le chômage, les gens disent c'est vachement bien de faire plus de mobilité, parce qu'à ce moment-là, ils se projettent dans le futur. Par contre, si je dis worry, évidemment, quand il y a plus de turnover, plus de chômage, les gens se font plus de soucis. Quand il y a plus de turnover, les gens se font beaucoup plus de soucis. Mais quand je fais abstraction du chômage, ils se font moins de soucis. Vous voyez ? Et ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que les gens, en fait, le chômage, il y a deux effets. Je me fais du souci pour maintenant, mais je vois bien qu'il y a des possibilités pour plus tard. Et le tout, c'est de minimiser le souci que vous vous faites maintenant et de maximiser ce que vous anticipez pour plus tard. Donc, le chômage minimisé, bien évidemment, avec des subventions chômage généreuses, vous réduisez, et une bonne formation, vous réduisez l'inquiétude. Mais en même temps, avec la formation, vous augmentez le fait que les gens vont se projeter positivement dans le futur, en ayant évidemment une économie très dynamique aussi, ils anticipent plus de croissance. Si vous êtes dans un pays à croissance zéro, les gens ne vont pas voir, l'effet positif sera beaucoup moins grand que si vous êtes dans un pays qui a une croissance positive. Et vous voyez comment croissance et bonheur se mettent ensemble. Vous voyez, le bonheur, vous voyez comment les gens, vous voyez comment on ne peut pas dire, comme il y a le bonheur, on ignore la croissance. Non, les raisonnements qu'on a faits sur la croissance interviennent dans l'analyse également du bonheur. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Je ne veux pas vous garder longtemps, parce que là maintenant, il est déjà moins le quart, et je ne veux pas vous faire je veux juste vous montrer, la chose importante, qui est ce résultat-là. Ce résultat-là, c'est des résultats en termes de productivité. C'est-à-dire que je montre que, en fait, le job turnover, quand je suis above median productivity, vous voyez, quand je suis dans un pays où la croissance de la productivité est importante, ou dans une région, eh bien, je valorise encore beaucoup plus positivement le job turnover. Vous voyez, ça montre ça, cette régression. Quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de création, c'est très dynamique, les gens valorisent beaucoup plus positivement le fait qu'il y ait remplacement d'anciennes activités par de nouvelles activités. Donc ça, c'est une chose intéressante. Par contre, dans un endroit où il y a beaucoup de délocalisation sans création, alors c'est le contraire. Les gens valorisent beaucoup plus négativement le remplacement d'anciennes activités par de nouvelles. Et donc c'est très intéressant en termes de politique économique. Et enfin, ce que je ne montre pas, c'est voilà, la générosité en employment insurance. Vous voyez, dans les endroits où il y a de la générosité en employment insurance, l'effet du turnover est beaucoup plus positif que là où j'ai des subventions chômage moins généreuses. C'est très intéressant parce que ça vous dit, voilà, en gros, vous voulez une politique qui favorise la croissance par la destruction créatrice, mais vous voulez rendre la destruction créatrice quelque chose que les gens aiment bien. Pour que les gens aiment bien, il faut des subventions généreuses, mais conditionnelles au fait qu'ils suivent une formation. Mais pour ça, vous devez leur donner la formation. Donc, vous devez créer la condition d'une formation. Et vous voyez tout de suite comment vous avez une politique de croissance où l'État aide à créer les conditions pour que, si vous voulez, la mobilité du travail soit perçue comme quelque chose de qualifiant et pas de précarisant. Et on le voit vraiment très clairement dans les chiffres, vous voyez, c'est admirable. Et en fait, je voulais vous montrer une dernière chose, c'était qu'en Allemagne, ah oui, je n'avais pas ici le schéma allemand malheureusement, mais en Allemagne également, il y a eu les réformes du marché du travail sous Schröder, et on a montré que ces réformes-là, en fait, c'est vrai que les gens, quand ils perdent un travail, ils ne sont pas contents,
mais ça rebondit plus vite et ils perçoivent leur satisfaction rebondir beaucoup plus vite quand le marché du travail était rendu plus mobile que quand il était moins mobile. Et c'est plus vrai pour les jeunes que pour les gens moins jeunes. Voilà. Et donc là, il y a eu vraiment des études intéressantes. Je montre ça parce qu'on montre qu'en fait, si vous voulez, eh bien, on peut appliquer beaucoup de raisonnements qu'on a fait sur la croissance du PIB par tête, on peut l'appliquer à ces mesures, à ces différentes mesures de bien-être et montrer comment elles interagissent avec la croissance du PIB par tête. Et je crois que ça, c'est un domaine, à mon avis, qui va s'étendre énormément. On peut reprendre l'effet des réformes structurelles, l'effet des inégalités, etc. Regarder leur effet sur ces mesures-là en liaison avec l'effet, est-ce que c'est par le chômage, est-ce que c'est par l'effet sur le revenu, et d'avancer dans cette direction. Voilà. Donc simplement pour vous dire que voilà, les choses progressent et que j'arrive maintenant au terme de ce cours. Et voilà, je crois que c'était un plaisir de faire cours ici. Merci beaucoup.